Ce programme vous est offert par Illico Cash. Félix Tshisekedi à Kalemi, dans la province du Tanganyika, pour une visite de 4 jours. Il va présider aujourd'hui la 11e conférence des gouverneurs de province qui a pour thème renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 territoires. À l'occasion d'une visite de courtoisie de Judith Suminwa Tuluka, première ministre, Bobi Ladawa a manifesté sa préoccupation de revenir au pays, mais elle a insisté d'avoir une maison. Kinshasa accueille sa première CAN handball de l'histoire, toutes disciplines confondues. Le coup d'envoi de la 26e CAN senior va être donné ce soir par le ministre des Sports. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Le porte de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball ont été ouvertes ce matin à Kinshasa sous une pluie fine au gymnase jumelé du stade des Martyrs. Les Léopards entreront en lice à 19h30. Quid du programme inaugural? Les précisions avec le sportif maison Christian Bokaya qui me rejoint sur ce plateau. Bonjour Christian. Kinshasa est déjà sous la chaleur de la CAN handball. Bonjour Bédrine, merci beaucoup. Vous l'avez dit, Kinshasa respire la Coupe d'Afrique des Nations de handball depuis ce matin parce que les hostilités ont été lancées au gymnase jumelé du stade de Martyrs. Alors vous l'avez dit, la RDC entrera en danse à 19h30. Vous essayerez? J'espère bien. Allez, alors si vous essayez, ce sera une très bonne chose. Alors il faut déjà dire que nous allons ouvrir le bal contre l'Ouganda. L'Ouganda, dans ce groupe, on sait que voilà, il y a l'Angola qui est vraiment un morceau très dur à croquer. Et puis la RDC, bien évidemment, devrait afficher un visage séduisant parce que là, nous jouons à domicile. Il faudrait peut-être aussi prendre un peu la revanche sur les Palancas Negrach qui de temps en temps nous dominent. Parce que je devrais quand même rappeler que cette CAN à la maison a beaucoup d'avantages. Non seulement que ça va susciter raviver un peu la flamme autour de cette discipline, mais ça permettra à la RDC bien sûr de gagner des pions pour aller jouer la Coupe du Monde l'année prochaine en Norvège, en Croatie, mais également au Danemark. Et Christian Bokaya, je ne comprends pas comment expliquer qu'il y a des matchs qui se jouent alors que la cérémonie d'ouverture n'a pas encore eu lieu. Généralement, c'est comme ça, question de gagner un peu de temps, un peu de jours. La cérémonie d'ouverture interviendra à 18h, heure de Kinshasa. Il sera à 19h dans la partie Est. N'empêche que d'autres rencontres débutent déjà pour que voilà, les équipes aient le maximum de temps de repos, parce que c'est très important, les temps de récupération, mais ce n'est pas une première. On l'a même vu en 2022, lors de la Coupe du Monde au Qatar. En fait, le Qatar, pays organisateur, n'avait pas encore joué, mais il y avait déjà 2 matchs dans son groupe. Voilà, le match qu'ils ont joué. Ensuite, il y avait la cérémonie d'ouverture, ça arrive. Et bref, ça ne dérange en rien le programme qui a été déjà établi, le programme qui a été fait. Bref, que les Congolais ne paniquent pas, tout est bien, les ingrédients sont réunis, toutes les batteries sont déjà en marche. On va se retrouver tous déjà à 18h. En fait, on sera un peu avant parce que je suis en train de voir comment est-ce que ces gymnases sera archi comble. Bref, le match a commencé. Question de permettre aux équipes de se reposer. Ensuite, ce sera bien évidemment le temps de la cérémonie d'ouverture. Une façon de mettre un peu en exergue la culture congolaise, parce que là, c'est bien sûr le Congo qui reçoit l'Afrique au travers les handballs. Et voilà, que la fête commence. Ah oui, les dames jouent cette CAN avec quelles ambitions? Alors les ambitions, comme je le disais tantôt, vous jouez à la maison, vous profitez de la présence ou des motivations de votre public pour bien évidemment essayer d'aller chercher la Coupe du Monde. Disons, chercher une place pour la Coupe du Monde, parce que la dernière fois que nous avons réussi cet exploit, c'est en 2014. Rappelez-vous quand on a joué la 10 finale, ans déjà. En 2014, oui. Quand nous avons joué la finale à Alger, c'était déjà
une nette progression. Alors, 10 ans pratiquement après, est-ce que le Congo sera en mesure de rééditer l'exploit? J'ai dit oui, puisque j'ai vu cette équipe, contrairement un peu à d'autres équipes aux années antérieures, où l'ossature était plus basée sur les joueurs évoluant au pays. Mais cette fois-ci, avec les binationales, on a senti quand même l'engouement qu'il y a autour de l'équipe technique. L'équipe nationale a pris beaucoup de temps de préparation à l'étranger, ce qui lui permettra bien évidemment d'afficher un visage séduisant. Surtout que dans le groupe B, nous avons l'Angola qui nous a toujours compliqué. Bon, le fait d'affronter l'Angola en phase de groupe nous donnera un peu plus de chances de pouvoir aller les croiser soit en demi, soit en finale, si on aura des arguments solides à présenter. Bref, dans ce groupe-là, pour terminer, parce qu'il y a deux groupes, le groupe A, le groupe B, 6 équipes dans chaque groupe. On ne prendra que les 4 premiers de chaque poule pour bien évidemment disputer les quarts de finale. Et voilà, ensuite on va voir les demi-finalistes seront d'office qualifiés pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui se jouera en début 2025. Donc nous jouons cette CAN à la maison avec les ambitions déjà de la gagner. Ensuite, obtenir notre ticket pour la Coupe du Monde. Voilà pourquoi nous devons nous rendre tous au stade pour ovationner les léopards, dames et surtout que l'entrée est gratuite. Merci beaucoup Christian Bokaya pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie, Bethlehem Kenge. Autre chose à présent, Félix Tshisekedi ouvre la conférence de gouverneurs ce mercredi après son arrivée hier à Kalemi dans la province du Tanganyika. Cette 11e conférence des gouverneurs de province qui va se clôturer le 29 novembre prochain a pour thème renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local de 145 territoires. Dans son discours lors de son meeting hier, le président de la République est revenu encore sur son message concernant la révision ou le changement de la constitution du pays. Et en marge de la 11e session de la conférence des gouverneurs, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuke Saini, a été accueillie par son homologue Christian Kitungwa et une foule de cadres et militants de l'Union sacrée de la nation. S'adressant aux militants de sa famille politique, la chef de l'exécutif provincial du Lualaba a sensibilisé chacun à réserver un accueil chaleureux au président de la République. C'est dans l'après-midi de ce lundi 25 novembre 2024 que l'avion transportant la gouverneure du Lualaba et sa délégation a atterri à l'aéroport de Kainda à Kalemi, dans la province du Tanganyika. À son arrivée, la surnommée fille aînée de l'Union sacrée de la nation, Fifi Masuke Saini, a été accueillie par le gouverneur des provinces Christian Kitungwa, le membre du gouvernement provincial, plusieurs notables locaux, ainsi qu'une foule de militants de différents partis politiques, dont l'UDPS, les FIDEC et les regroupements politiques AN, A24 et A25. Après les honneurs militaires, la gouverneure du Lualaba et son homologue du Tanganyika ont fait la marche sur le boulevard Lumumba en direction du siège du parti politique Front des indépendants pour la démocratie chrétienne FIDEC, où plusieurs autres cadres et militants les attendaient. La fidèle disciple de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en séjour pour la conférence des gouverneurs, a invité tout le monde à réserver un accueil sans précédent au premier des citoyens de la RDC qui devra se rendre sur place quelques heures avant la conférence des gouverneurs dont l'ouverture est prévue pour ce mercredi 27 novembre 2024. La 11e session de la conférence des gouverneurs des provinces aura lieu du mercredi 27 au vendredi 29 novembre 2024 à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Ces assises auront pour thème principal renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la coopération communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local de 145 territoires. Le gouverneur de Kinshasa séjourne depuis lundi à Kalemi, dans la province du Tanganyika, pour prendre part à la 11e conférence de gouverneurs qui débute aujourd'hui. En marge de cette conférence, Daniel Bumba a participé à une réunion sur l'accélération du programme de développement de 145 territoires. Initiée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Chakma Chabani, cette réunion a porté sur le voies et moyens de donner un coup d'accélérateur à ces programmes de développement de 145 territoires, dont l'objectif est d'améliorer significativement et rapidement les conditions de vie des populations. Contre-constitutionnel, où le chef de l'État s'entretient avec le gouverneur, la RDC a pris l'orientation de pousser la décentralisation, parce que le développement est à la base.
Alors, le BPM vient de donner des orientations. Donc, le relais fait face en suivant les objectifs poursuivis. L'objectif majeur, c'est que au niveau des provinces, que le PDL 145 puisse être optimisé et prendre encore de la vitesse. Alors, il y a aussi les états de lutte que nous allons présenter au chef de l'État. Ensemble, nous allons avoir ces orientations. Et tout cela est dans l'amélioration des conditions de vie de la population. Ensuite, le patron de la ville de Kinshasa a, aux côtés des CPR, accueilli le chef de l'État à l'aéroport de Kalemi avant de se rendre au terrain Maendelo pour assister au meeting populaire tenu par le président de la République. Rappelons que la 11e conférence de gouverneurs se tiendra du 27 au 29 novembre 2024 sous la présidence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Plusieurs députés nationaux, signataires de la motion des défiances contre le ministre des Infrastructures et Travaux publics Alexis Guizarro, ont exprimé leur désarroi face à leurs autorités morales. Ils accusent ces dernières de violer le contrôle parlementaire en leur exigeant de retirer leur signature, une demande condamnée par Willy Prince Meshiki, député national élu de Walikale. On écoute. Le groupe des députés nationaux, nationalistes et patriotes viennent de dénoncer l'immixtion des autorités morales dans l'exercice parlementaire. Le mandat des députés est un mandat non impératif. Le député n'est pas un garçon de course de qui que ce soit, même pas de son autorité morale. Nous avons été élus et nous sommes en train d'exercer notre mandat tel que nos électeurs nous ont confié cette mission. Et le retrait des signatures n'a pas de sens. Conformément à notre règlement intérieur, lorsque une motion de défiance est déposée, on ne peut plus retirer la signature. Ce que j'ai vu avec MLC, j'ai vu avec d'autres regroupements, AFDCA, ça c'est de la blague. Cela même discrédite même notre démocratie et c'est un outrage à l'Assemblée nationale. Et c'est ce qu'on a, mais nous regrettons beaucoup. Et là, nous avons mis même en garde notre bureau pour ne pas céder à ce genre de chantage, puisqu'il y aurait aujourd'hui des arrangements pour que cette motion-là soit transmise à une commission qui va l'examiner. Mais ce n'est pas le cas, puisque lorsqu'une motion est déposée en bonne et due forme, l'unique possibilité qui reste aujourd'hui, c'est de pouvoir seulement l'examiner, c'est tout. Le fondement de l'Union sacrée, c'est pour défendre les valeurs. L'Union sacrée n'est pas une organisation criminelle. La diplomatie africaine prend un tournant prometteur alors que la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a été reçue au Palais Royal par le chef du gouvernement marocain, Aziz Akanouche. Cette rencontre, qui s'inscrit dans un cadre plus large de coopération et des partenariats, souligne l'héritage de relations bilatérales entre les deux pays qui remontent à plusieurs décennies. Lors de cette rencontre, la première ministre a pu aborder des thèmes essentiels pour l'avenir des deux pays. Judith Suminwa Tuluka a souligné l'importance d'un partenariat stratégique plaçant la souveraineté africaine et l'échange économique au cœur des discussions. Nous sommes dans un forum économique qui parle de la nécessité de la souveraineté africaine et des échanges économiques entre Africains, raison pour laquelle ma venue ici à Rabat. J'en ai profité et merci à Monsieur le Premier ministre d'avoir accepté de me recevoir, et nous avons au cours de cette rencontre pu échanger sur nos relations bilatérales, la manière de pouvoir les renforcer et dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant au niveau économique. Les affirmations de la chef du gouvernement congolais montrent sa volonté de faire avancer les intérêts de son pays tout en favorisant un climat d'échange fructueux avec le Maroc. Les discussions se sont concentrées sur la façon dont les deux pays peuvent tirer parti de leurs ressources respectives pour bâtir une économie plus résiliente et intégrer le marché africain. La coopération entre le Maroc et la République démocratique du Congo a longtemps été marquée par des échanges économiques, culturels et politiques, établissant une base solide pour un dialogue constructif. Les deux nations ont toujours entretenu des liens amicaux fondés sur les valeurs de solidarité africaine et des coopérations sud-sud. Je l'ai annoncé au sommaire, des moments chargés d'émotions entre Judith Suminwa et Bobila Dawa Rabat. La première ministre a visité dans la capitale marocaine l'ancienne première dame de la République du Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo.
au séjour de travail au Maroc pour affermir les relations bilatérales entre les deux pays et participer à la 16e édition du forum MEDEIS. La chef du gouvernement a effectué une visite pleine de signification à la veuve du maréchal Mobutu. Cette rencontre entre les deux femmes emblématiques a été bien plus qu'un simple échange de politesse. Elle a résonné comme un hommage à l'histoire et à l'engagement des femmes dans la société congolaise. À 79 ans, Bobby Ladawa est toujours profondément attaché à son pays, suivant de près son actualité. Pendant leurs échanges, Bobby Ladawa a partagé sa joie et ses réflexions sur la nomination de Judith Suminwa Tuluka. On a lundi na télévision de nommé premier ministre moi si na CPA ki koleka. Na na CPA boite ba mususu yo soto ba no makaba mibai na mona ka izai normal. Meta ba nommé moi si na beta o motema ngai lingi yangwana. Ces mots pleins de sagesse et de nostalgie ont rappelé à la première ministre l'importance de la représentation féminine dans les instances décisionnelles. Bobby Ladawa a exprimé son souhait de voir une réelle parité dans la composition du gouvernement. Basi bende basimba kalibota soko tai maram soki ba nakati ya gouvernement ba mibale bazai 6 basi pe 6 même boka isi bonga kala. Bobby Ladawa, forte de ses 17 années de mariage avec le feu marshal Mobutu, a puisé dans sa longue expérience pour prodiguer des conseils à Judith Suminwa Tuluka qu'elle considère comme sa propre fille. En arrivant à Rabat, à partir du moment où, dans mon programme, je rencontre les Congolais de Rabat, je ne pouvais pas ne pas rencontrer Maman Bobby Ladawa. Elle a quand même été une figure importante dans notre pays et c'était, je pense, juste de pouvoir la voir et d'échanger avec elle. Elle a porté les couleurs de notre pays. Elle continue d'ailleurs à les porter. Vous voyez, hein, maman est là dans sa tenue congolaise, en pagne, etc. Et je pense que c'était important de pouvoir la rencontrer, d'échanger avec elle. Elle m'a donné des bons conseils en tant que maman. Et je pense que pour moi, c'était l'essentiel. Attachée donc à la RDC, la veuve du maréchal Mobutu compte regagner son pays dans les meilleurs délais. Bobby Ladawa a fait part à la première ministre des préoccupations liées à ses retours. Forum mondial sur la transparence et l'échange des renseignements à des fins fiscales. Les experts du secteur procèdent aux échanges en vue du renforcement de mécanismes de partage d'informations sur le domaine fiscal. Le directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi, et sa délégation représentent la RDC à ce forum au Paraguay. La République démocratique du Congo, représentée à ses assises par la Direction générale des impôts à la tête de la délégation, son directeur général, Barnabé Mwakadi, qui est choisi en tant que panéliste du haut niveau de ces forums mondiaux, a déclaré que l'échange international des renseignements pour la RDC constitue une opportunité à saisir pour son élargissement de son assiette fiscale. Soucieux d'améliorer l'efficacité des contrôles fiscaux, dans les buts d'accroître les revenus domestiques et de permettre une contribution juste et équitable de tous les contribuables, la République démocratique du Congo a décidé d'adhérer et est devenu le 170e membre du Forum mondial depuis le 1er décembre 2003. En effet, au regard de son tissu fiscal, qui est constitué par des milliers de filiales. Une intervention après l'adhésion récente de la RDC à l'Organisation de coopération et de développement économique. La RDC est le 170e membre de ce forum mondial depuis le 1er décembre 2023. A signalé cette poignée des mains entre le président paraguayen et le directeur général des impôts congolais, Barnabé Mwakadi, preuve des échanges fructueux sur les renforcements des mécanismes de partage d'informations sur les domaines fiscaux. Tenues du 26 au 28 novembre au Paraguay, ces assises tournent autour du thème « Les forums mondiaux sur la transparence et l'échange des renseignements et des fins fiscales ».
Les opposants et la société civile réunis au sein du mouvement Sursaut national ont pris d'assaut les artères de la ville de Kinshasa, du moins depuis le rond-point Ngaba, pour dire non au changement de la Constitution ou à sa révision. La dernière marche a été soldée par des incidents orchestrés par la police, chose qui a été condamnée par le président de la République. Le banditisme urbain devient un phénomène inquiétant dans la ville de Kinshasa. Dans la nuit de ce mercredi, le directeur retraité de la SNEL, Nzeko Stéphane Massanga, a été tué par de bandits armés à son domicile de Matadi-Kibala. La population locale appelle le gouvernement à s'imprégner de la situation. Albert Papin Kadima, habitant du coin, contacté par la rédaction de Télé 50, retrace les circonstances de ce drame. Alors, 3 heures du matin, que les bandits sont entrés, ils ont forcé le portail, ils sont entrés jusqu'à la maison. Il s'est fait que ils ont trouvé sa femme. La maman a demandé qu'est-ce que vous cherchez. Ils ont dit ils ont besoin du monsieur Nzekou. Donc on leur a dit de prendre l'argent s'ils ont besoin de l'argent. Ils ont refusé. Ils ont refusé de prendre l'argent. Ils ont insisté que lui, le monsieur, puisse sortir. Et quand le monsieur est sorti, il leur demanda qu'est-ce qu'ils veulent et pour leur proposer de l'argent. Ils ont quasiment refusé et ils ont tiré une balle. C'est là, l'a touché au niveau du cou et ça a coupé l'acteur et le sang était par terre. Et ils sont sortis sans prendre quelque chose. Donc ils étaient venus juste pour les liquider, selon le dire de son épouse. En fait, ce n'est pas la première fois, c'est-à-dire il est le deuxième à être tué. Juste en face de lui, on avait aussi visité un papa qui fit aussi cadre au niveau de l'ANER, qui a été tué. Ça fait au moins 2 mois, même pas 2 mois. Et avant de tuer le papa ici ce matin, on a visité son voisin le samedi passé. Heureusement, ils n'ont pas pu accéder et ils ont pris fuite. Avenue Lokolo, quartier Matadi-Kibala. Donc, à l'espace de 2 ou 3 mois, si je peux préciser, il y a eu 5 à 6 pénétrations de ces bandits à main armée. Cependant, il y a des services de la police qui sont à quelques mètres. On a les 5e bureau, on a un Souciat ici qui est juste à côté de l'avenue. Et il y a aussi la police Mbata qui s'occupe de criminels. Donc, ils sont aux alentours. Mais ces choses se passent et il n'y a pas de réplique, il n'y a pas de solution. Donc, ça, on pourrait dire c'est la 5e ou la 6e fois. Et il y a 2 personnes déjà tuées. Dans le reste du continent, l'opposition sud-africaine veut destituer le président Ramaphosa, le partisan de 2 partis d'opposition sud-africains. Les combattants pour la liberté économique et les mouvements pour la transformation de l'Afrique ont manifesté dans les rues de Johannesburg, capitale de l'Afrique du Sud, tandis que la Cour constitutionnelle se préparait à examiner le scandale Fala impliquant le président Cyril Ramaphosa. Les combattants pour la liberté économique et les mouvements pour la transformation de l'Afrique maintiennent leur exigence de reddition de comptes de la part du président Ramaphosa, appelant à l'ouverture d'une enquête approfondie sur l'affaire Fala révélée en juin 2022. Dans les rues, ces opposants ne veulent plus que la destitution du président Cyril Ramaphosa, qui selon eux a inconstitutionnellement utilisé son pouvoir. La marche a commencé à la place Mary Fitzgerald à Newtown et s'est dirigée vers les tribunaux suprêmes d'Abrahamfontein. S'adressant à ses partisans, Julius Malema, leader de l'FF, a confirmé que l'opposition exige que Cyril Ramaphosa soit tenu pour responsable des événements entourant le vol des devises étrangères dans sa ferme privée du Limpopo en 2020. Ce scandale découle d'une plainte déposée en 2022 par Arthur Frazé, ancien chef de service de renseignement, accusant Ramaphosa d'avoir dissimulé un vol de 580 000 $ en devises dans sa ferme. Une commission parlementaire instaurée par l'ancienne présidente du Parlement, Mapisa Nkwakula, a conclu dans son rapport que Ramaphosa avait commis des graves violations de la Constitution. Elle l'accuse des conflits d'intérêts, d'activités rémunérées extérieures et d'infractions à la loi sur la prévention de la corruption.
Les partis d'opposition, dénonçant ce qu'ils considèrent comme un vote politique destiné à protéger les chefs de l'État, se sont indignés de la décision de l'autorité nationale de poursuite, NPA, de ne pas poursuivre Ramaphosa pour possession de devises étrangères dans sa ferme. En réponse à ces accusations, le président Ramaphosa a affirmé sa confiance dans la Cour constitutionnelle pour apporter une résolution définitive à l'affaire Fala Fala qui ébranle sa présidence depuis 2022. Sport de combat, arts martiaux mixtes MMA, le Congolais Trésor Poupanga a remporté le combat contre le Britannique Patrick Zar en Angleterre pour le titre Immortal. L'athlète s'apprête à faire encore flotter les drapeaux congolais avec son prochain combat et conserver sa ceinture, d'où l'appel à l'accompagnement du gouvernement lancé par l'Association des sportifs sans frontières. Le drapeau congolais a une fois de plus été fièrement porté haut, cette fois en Angleterre, dans la discipline sportive des arts martiaux mixtes MMA, dans le cadre du festival des combats Immortal Champions des Triomphes Fort Fire. Durant cette soirée des galas, la RDC a été représentée par celui qu'on surnomme des Fireboys et champion Zulu, Trésor Poupanga, qui s'est mesuré au Britannique Patrick César pour le titre Immortal. Une victoire remportée sans surprise par les Congolais Trésor Poupanga, dit champion Zulu, après un combat intense, raflant ainsi une ceinture majeure de la discipline des MMA. L'association des sportifs sans frontières, par l'entremise de son président national, Maître Paul Junior Kabamba, tient d'abord à féliciter le nouveau champion Immortal, tout en demandant au gouvernement congolais, conformément à l'alinéa 2 de l'article 51 de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, qui dispose que le gouvernement prend en charge tous les sportifs de haut niveau de pouvoir prendre les précautions possibles afin de permettre à cet athlète qui fait la fierté du pays dans cette discipline sportive de garder le plus longtemps possible cette ceinture. Signalons que Trésor Poupanga va défendre sa ceinture dans les prochains mois dans un autre combat qui s'annonce intense. Les soutenir pour les préparatifs de son prochain combat, c'est lui permettre une fois de plus de faire retentir l'hymne de la République démocratique du Congo. En culture, l'orchestre symphonique kimbanguiste va totaliser ce 30 novembre 2024 30 ans d'existence. Pour cette célébration qui se veut solennelle, un répertoire retraçant l'historique de l'orchestre est revu. En vue d'un concert prévu ce samedi à Kinshasa, Boba Mbongo a été dans les coulisses d'une de leurs séances de répétition. C'est dans cette salle prestigieuse de répétition du Conservatoire de musique Joseph Diangenda que l'orchestre symphonique kimbanguiste révise les morceaux pour son spectacle de la célébration de son 30e anniversaire. De sa main droite, donnant le rythme, et celle de gauche renseignant des nuances musicales comme intensité du son, le maestro Armand Diangenda régule pour une bonne interprétation les œuvres au programme. Un moment de retour aux sources et souvenirs. 30 ans, 10, 20, 30. Nous allons vous présenter les débuts de l'orchestre symphonique. Seulement, nous n'allons pas rajeunir pour que vous voyez l'image de l'enfance. Instrumentistes et choristes, tous au point pour ce grand concert de célébration prévu samedi 30 novembre 2024 au centre sportif de judo de la PNC, avec au menu un répertoire constitué de leur propre création. Par rapport aux œuvres, vous aurez ce que nous avons fait il y a 30 ans passés jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un répertoire énorme. Soyez là. Dirigé par le maestro Armand Diangenda, petit-fils du prophète Simon Kimbangu, l'orchestre symphonique kimbanguiste a été créé en 1994 à l'initiative de son éminence Diangenda Kuntima Joseph, premier chef spirituel de l'église kimbanguiste. Ce consortium musical est jusqu'à ce jour considéré comme le premier orchestre symphonique entièrement noir, le seul du genre en Afrique centrale, avec un total d'environ 200 membres, jeunes et adultes, sans distinction d'origine religieuse. Place au rappel des titres.
Félix Tshisekedi à Kalemi pour une visite de 4 jours où il va présider aujourd'hui la 11e conférence des gouverneurs de province qui a pour thème renforcer la gouvernance de province afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 territoires. À l'occasion de son séjour à Rabat au Maroc, Judith Souminois a rendu visite à Bobi Ladawa, épouse du maréchal Mobutu, qui a manifesté son intérêt de retourner en RDC, mais elle a insisté pour avoir une résidence qui reflète son statut d'ancienne première dame du pays. Kinshasa accueille sa première CAN handball de l'histoire, toutes disciplines confondues. Le coup d'envoi de la 26e CAN senior va être donné ce soir par le ministre des Sports. Ne nous quittez pas, dans un instant c'est la revue de presse. Nathan Diamouté nous rejoint pour la lecture transversale de journaux parus ce mercredi. Bonjour. Bonjour Bédrine, heureux de vous rejoindre sur ce plateau. Je vous en prie. On ouvre avec ce sujet. Conférence des gouverneurs à Kalemi. Félix Tshisekedi veut prôner la cohésion communautaire. Effectivement, Bédrine, le journal et les médias en ligne parus aujourd'hui s'intéressent essentiellement à la conférence de gouverneurs qui se tient justement à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Nous commençons ces tours d'horizon avec le média en ligne, plutôt le média en ligne wise.cd qui entre en ligne et écrit sur sa une. Fachi appelle la population des Tanganyika à la vigilance. Bédrine s'est porté informe qu'au cours d'un meeting populaire tenu juste après son arrivée dans la ville de Kalemi ce mardi 26 novembre, le chef de l'État a appelé la population des Tanganyika ainsi que le jeune à la vigilance face aux ennemis du pays. Lors de son allocution devant une marée humaine venue répondre à ce rendez-vous, le chef de l'État a promis de renforcer la sécurité dans cette contrée de la République. Bédrine, sur cette information, le journal Congo Nouveau qui évoque sur sa une Félix Tshisekedi ouvre la conférence de gouverneurs ce mercredi. Il fait savoir que le président Félix Tshisekedi est en visite de 4 jours dans le cadre de la poursuite de sa tournée dans l'espace Grand Katanga, tout en précisant que le point d'orgue de cette visite sera la 11e conférence de gouverneurs de province du 27 aujourd'hui jusqu'au 29 novembre que le président Tshisekedi va présider et qui a pour thème renforcer la gouvernance de province afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local des 145 territoires. Pour le journal Econews, Bédrine, cette conférence du gouverneur est généralement l'occasion de passer au peine fin de les grands défis des provinces et d'harmoniser le vu avec le pouvoir central de Kinshasa. Bédrine, cet hebdomadaire note également dans ses colonnes intérieures qu'au fil des années, le rendez-vous est devenu presque une routine et ces gouverneurs se réunissent aux frais du trésor public pour des résolutions qui prendront directement le chemin des tiroirs dans la moindre exécution. Econews fait aussi remarquer, Bédrine, que les résolutions prises lors de ces conférences restent souvent lettres mortes faute de mécanismes de suivi efficace pour le nouveau chef des gouvernements. Rapporte toujours ce portail Bédrine, cette conférence sera leur premier baptême du feu. Bref, rien de nouveau ne sortira des Kalemi, estime ces tabloïds. Et on termine avec ce sujet au Brésil. L'ancien président Bolsonaro soupçonné de participer activement dans un coup d'État manqué en janvier 2023. Effectivement, Bédrine, le média La Croix met sur sa une Brésil, Bolsonaro soupçonner les participations actives dans un projet des coups d'État. Bédrine, pour ce média, c'est justement dans c'est plutôt un rapport de 884 pages qui a été envoyé mardi au bureau du procureur de la République, Paulo Gonet, qui doit à présent décider s'il donne suite à la demande d'inculpation de la police fédérale visant Bolsonaro et 36 autres personnes, notamment des militaires. Ces portails révèlent également que selon les enquêteurs, le plan de coup d'État aurait avorté en raison du manque de soutien de la part des principaux commandants de l'armée brésilienne. Bolsonaro, 69 ans aujourd'hui, Bédrine, a toujours clamé son innocence et s'est dit à plusieurs reprises
victimes de persécutions politiques. Et Bédrine, de son côté, Radio France Internationale, RFI, note que la police fédérale estime que les velléités de l'ex-président d'extrême droite et de ses proches collaborateurs ont été justement mises en évidence bien avant les scrutins de 2022, ce qui fait que les rapports d'enquête évoquent notamment une réunion le 5 juillet de cette année-là en présence de Bolsonaro où il aurait été question de disséminer des informations sciemment non plutôt véridiques visant discréditer les systèmes d'urnes électroniques utilisés lors des élections brésiliennes. Merci Nathan pour toutes ces sélections. C'est moi que je vous remercie d'être venu. Elles en est complètement fini avec ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.